Désolé pour ce léger retard. On attend Madame Hamidi qui vient de Bruxelles. Elle va nous rejoindre, je crois, dans quelques minutes. Je vous remercie d'être avec nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima qui rebondit sur un sujet d'actualité et un sujet assez crucial, je dirais. Je laisserai le soin tout à l'heure à Stella pour développer un peu cette thématique. Et évidemment, il y a nos invités qui sont là. Zahra Ali, qui vient de Londres, d'origine irakienne. Évidemment, elle a vécu en France et elle travaille aujourd'hui à Londres pour finir une thèse universitaire. Stéphane Elat Abdullah et Azadeh Kian, qui est aussi professeur à Saint-Denis, à Paris Diderot. Voilà, donc, y a-t-il un féminisme islamique? La question est posée, c'est une question qui est ouverte. On aura l'occasion donc d'en débattre à la fin de leur intervention. Et avant de passer le micro à Stella, que je remercie également toutes nos invités d'avoir fait ce déplacement. Je vous rappelle que la semaine prochaine, la séance de la semaine prochaine, clôt un cycle qu'on a dédié à un grand dramaturge syrien, Saadullah Ounous, dont le registre a été inscrit pour la première fois dans le registre de la comédie française. Vous pouvez toujours évidemment aller assister à son spectacle, Rituel pour une métamorphose. Et la semaine prochaine, ce sera l'occasion pour voir les comédiens qui ont joué dans ce spectacle, qui vont donner lecture à un certain nombre de textes de Saadullah Ounous. Voilà, vous êtes évidemment vivement conviés à ces lectures. Voilà, je vous remercie d'être très nombreux ce soir à cette séance et je vous souhaite une bonne soirée. Je passe le micro à Stella, que je remercie encore une fois. L'intitulé de cette rencontre, il s'énonce ainsi: que veut dire être féministe islamique? Alors, le féminisme islamiste ne date pas d'aujourd'hui et le travail des chercheuses invitées ce soir nous le montre, mais il ne cesse, dans l'espace francophone tout du moins, de rester comme une question. C'est-à-dire, comme ce soir, que veut dire être féministe islamique? Le féminisme islamique existe-t-il? Où en est-il? Est-il possible? Une simple requête Google nous donne à voir à quel point ce terme, ce paradigme suscite comme une interrogation, et presque exclusivement une interrogation. Mais cette interrogation, et on le voit dans le contexte français, ce qu'elle implique surtout, c'est une affirmation sous-jacente qui veut que féminisme et islam sont entendus comme incompatibles, inconciliables, voire concurrents. La rhétorique à l'œuvre de cette opération qui nous amène là, cette opération idéologique, elle s'est construite dans l'ère coloniale jusqu'à nos jours, depuis les cérémonies de dévoilement dans l'Algérie coloniale, jusqu'aux affaires dites du voile en France, et pourtant, partout dans le monde, des intellectuels, des chercheuses, des militantes s'engagent dans une démarche féministe à l'intérieur du cadre religieux musulman. Et ce soir, au-delà des clichés racistes, nous prendrons au sérieux ces courants en nous intéressant aussi bien au contexte, à leur historicisation, à leur méthode d'approche et d'interprétation, aux implications aussi juridiques et politiques de leur combat, à leur capacité de redéfinir des pratiques mais aussi des corpus, et à l'apport auquel ces courants contribuent aujourd'hui au sein même du mouvement féministe à l'échelle mondiale. Et c'est donc à ce titre que j'ai le plaisir ce soir d'accueillir donc Zahra Ali,
qui est doctorante et qui a récemment coordonné un ouvrage donc, aux éditions La Fabrique qui s'intitule Féminisme islamique. J'accueillerai également Stéphanie Lat Abdallah, que je remercie également d'être là ce soir, chercheuse au CNRS et qui a notamment coordonné un numéro de critique internationale intitulé Le féminisme islamique aujourd'hui, ainsi qu'un numéro de la REM Féminisme islamique, également en 2010. Azad Ekian nous fait également l'honneur d'être là. Elle est donc professeure de sociologie et directrice du CEDREF à l'université Paris Diderot et par ailleurs chercheuse au CNRS. Vous trouverez ce soir des ouvrages sur table et notamment pour sa part l'Iran, un mouvement sans révolution ou encore les femmes iraniennes entre islam, État et famille. Et nous accueillerons, je suppose, incessamment sous peu également Malika Hamidi, qui est, entre autres choses, directrice générale de European Muslim Network à Bruxelles. Voilà, je vous remercie et je vais commencer par donner la parole à Zahra Ali. Merci beaucoup. Donc merci, c'est vraiment un honneur pour moi d'être à l'Institut du monde arabe. Je vais essayer de, donc, comme l'a dit Stella, donc je termine actuellement une thèse sur le mouvement des femmes dans l'Irak post-Saddam, c'est-à-dire le mouvement des femmes en Irak sous l'occupation. Donc je vais essayer, et quand je travaillais en fait à cet ouvrage, donc qui est un ouvrage collectif, Féminisme islamique, j'étais pendant 2 ans à Bagdad, donc sur mon terrain. Donc je vais essayer un petit peu de nourrir la réflexion pour essayer de compléter aussi les présentations, à travers l'exemple de l'Irak, pour mettre un petit peu en complexité donc ce mouvement transnational qu'est le féminisme ou les féminismes islamiques. Mais pour commencer, avant toute chose, je voudrais, alors quand je vois justement que les salles sont toujours pleines à craquer quand je présente le livre, ça me fait très plaisir, c'est sûr, et ça me fait très plaisir qu'on a été en rupture dès 1 mois et demi après avoir été publié, mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'il y a tellement de questionnements, et je ne voudrais surtout pas que cet ouvrage serve à nourrir une forme, je dirais, d'orientalisme inversé. Je voudrais toujours commencer par dire que poser la question de, on se pose pas, c'est pas naturel, on se pose pas la question chaque matin. Les femmes musulmanes sont-elles opprimées? L'islam opprime-t-il les femmes? Il faut vraisemblablement commencer toute énonciation qui associe les termes femme et islam par la déconstruction de l'évidence de la pertinence d'un tel sujet. C'est-à-dire que traiter de la femme en islam, s'interroger aujourd'hui sur le statut des femmes musulmanes, c'est le fruit d'une élaboration historique. Est-ce qu'on s'interroge autant? Est-ce qu'on voit écrit dans les médias ou dans la presse sur, je ne sais pas, les femmes en chrétienté ou la femme dans le judaïsme, par exemple? Donc on voit bien qu'il saute aux yeux que seules les musulmanes, particulièrement elles en tout cas, sont désignées par leur religion, c'est-à-dire qu'on impute à l'islam une influence fondamentale sur leurs conditions de vie. Et plus largement, on désigne par le vocable de monde musulman cet ensemble de pays, de langues et de cultures très différentes qui s'étendent sur plusieurs continents. Donc on fait fi de la diversité et de la complexité sociologique des sociétés majoritairement musulmanes, mais aussi des facteurs socio-économiques et historiques, et on considère que l'islam serait la cause fondamentale du sous-développement, de l'archaïsme, de l'inégal statut de la femme musulmane dont on parle toujours au singulier. Donc on considère que finalement l'islam expliquerait tout, que pour comprendre les musulmans, il faudrait lire le Coran. Donc quand on regarde cette réalité, on constate vraiment l'actualité toujours prégnante des travaux d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, qui ont montré comment a été construite l'image repoussoire d'un Orient caractérisé par l'archaïsme et l'obscurantisme pour créer celle d'un Occident progressiste, moderne et égalitariste. Et cette représentation de l'Orient a permis de justifier la domination coloniale, présentée comme une mission de civilisation. Donc Edouard Saïd a bien montré dans ses travaux comment, en prenant aussi l'exemple de la question du voile, comment justement ce thème de l'oppression de la femme musulmane a été le fer de lance donc, qui a pu justifier la domination coloniale. On a aussi l'ouvrage de Frantz Fanon, enfin les travaux de Frantz Fanon, mais l'ouvrage L'an 5 de la révolution algérienne, en particulier celui qui parle qui décrit une espèce de bataille du voile, où il parle justement de ces mises en scène, comme tu disais Stella, des cérémonies de dévoilement sur la place publique à Alger. Donc, cet argumentaire de l'émancipation et de la libération des femmes musulmanes a été central durant la colonisation et il a servi d'assise à la prétention à civiliser le monde musulman. Et les termes de la bataille du voile décrite par Edouard Saïd et Frantz Fanon résonnent de manière saisissante dans la façon dont le voile et plus largement la question de la femme en islam est posée encore aujourd'hui.
on a les travaux de Leila Ahmed, notamment son dernier ouvrage A Quiet Revolution, qui montre de manière très claire les termes des controverses, qui parlent justement de la controverse actuelle, des controverses actuelles sur les thématiques des femmes musulmanes. Et elle montre très bien comment la manière dont on pose les choses aujourd'hui, c'est vraiment issu d'un héritage colonial qui a été élaboré au XIXe siècle, donc une vision construite sur le monde musulman. Et Leila Ahmed, elle montre que le voile, que la manière dont le voile est défini, redéfini, contesté et revendiqué aujourd'hui, y compris par un certain nombre de musulmans, est lié aussi, en grande partie, à sa désignation dans le discours colonial comme symbole de la nature oppressive, patriarcale et obscurantiste de l'islam. Et c'est très intéressant de voir donc que dans l'Égypte de la fin du XIXe siècle, alors que le voile était porté par la quasi-totalité des femmes, donc chrétiennes, musulmanes et juives, seul le voile porté par les musulmanes va être désigné donc, par le colon comme symbole de l'oppression des femmes. Donc, une fois qu'on a dit ça, alors ça va paraître être un raccourci, mais il me semble qu'il n'est pas anodin aussi de dire que ce Lord Cromer, donc qui était celui qui était chargé de l'administration de l'Égypte sous le temps de l'empire de la colonisation britannique donc en Égypte, ce Lord Cromer qui appelait au dévoilement des femmes musulmanes, était en même temps président et membre fondateur de la Ligue masculine contre le suffrage féminin. Donc je vais faire peut-être un raccourci un peu rapide, mais il n'est pas non plus anodin qu'en 2004, en France, une Assemblée nationale constituée de près de 90% d'hommes ait voté une loi interdisant le port du foulard islamique en la présentant comme une loi de défense des droits des femmes. Donc la prégnance de ce discours, instrumentalisant le féminisme à des fins coloniales et impérialistes, est saisissante dans la période qui a suivi le 11 septembre 2001, où on a eu l'administration américaine notamment, sous Bush, donc, qui va justifier ces guerres impérialistes en Afghanistan et en Irak, sous couvert donc de libérer les femmes et de démocratie. Et donc en Irak, c'est surtout l'argument de la démocratie qui a été utilisé. C'était un peu difficile pour un pays où on avait jusque dans les années 80 les femmes les plus instruites du monde arabe de faire croire que les femmes irakiennes n'allaient pas à l'université. Pourtant, c'est effectivement ce qui a été dit et prétendu pendant la préparation en 2002. Il y avait des organisations d'exilés politiques irakiens aux États-Unis qui avaient prétendu que les femmes irakiennes n'allaient pas à l'université sous Saddam Hussein. Donc cet argument de l'émancipation de empowering women, c'est ça qui a été utilisé après 2003, donc après l'occupation américaine. On a eu des milliers, si ce n'est pas des millions de dollars qui ont été déversés en Irak dans des campagnes qu'on a appelées gender mainstreaming campaigns, c'est-à-dire des campagnes qui visaient à mettre à la visibilité des femmes sur la scène politique donc en Irak. Donc on peut dire, pour clore ce chapitre qui contextualise un petit peu ce débat, que cette célèbre formule de Gayatri Spivak qui dit « White men are saving brown women from brown men », c'est-à-dire ces hommes blancs qui sauvent les femmes bronzées des hommes bronzés, malheureusement, cette formule sonne toujours aussi juste, d'autant plus qu'il s'agit bien souvent d'hommes qui se découvrent féministes que lorsqu'il s'agit du sexisme des autres. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le féminisme islamique, ou les féminismes islamiques, c'est un sujet qui est controversé et contesté. D'un côté, par celles et ceux parmi les féministes qui considèrent la religion, tout particulièrement l'islam, comme antinomique à l'émancipation des femmes, donc toutes les religions seraient patriarcales, mais la religion musulmane par-dessus tout, et la lutte pour l'égalité des sexes passerait nécessairement par une mise à distance du religieux. De l'autre, un certain nombre de musulmans considèrent qu'il s'agirait d'une occidentalisation de l'islam, et appréhendent la pensée musulmane comme un cadre fini, hostile à toute dynamique de renouvellement et de relecture. Donc c'est finalement face à un même essentialisme que se retrouve le féminisme musulman, celui qui définirait l'islam comme une réalité statique, fondamentalement dogmatique, intrinsèquement sexiste, et le féminisme comme un modèle unique, avatar d'une modernité occidentale normative. Pourtant, pour ce qui est de sa formulation en des termes modernes, on peut considérer qu'il y a bien eu un féminisme endogène aux sociétés musulmanes, tout d'abord en tant que mouvement intellectuel réformiste musulman dans la fin du XIXe siècle, puis sous la forme de mouvements sociaux dans le contexte des luttes nationalistes et anticoloniales du début du XXe siècle. Donc on connaît, pour ceux qui...
Jamal Eddin El-Afghani ou Mohamed Abdou qui ont justement parlé d'ijtihad et ont essayé d'introduire un petit peu cette idée de contextualiser les textes, d'évoluer avec le contexte, de penser l'islam comme quelque chose de dynamique, comme un cadre dynamique. Et donc, à la faveur du réformisme musulman, et bien qu'il fût influencé par, effectivement, les idées occidentales, le féminisme tel qu'il s'est exprimé dans les sociétés musulmanes n'a pas succédé, encore moins suivi le féminisme européen, mais il est né au même moment. Et c'est très important de le dire, il s'est exprimé à travers une posture anticoloniale et nationaliste. Et donc des figures nationalistes et féministes, par exemple en Égypte, donc c'est le cas c'est le pays qui a été le plus étudié en la matière. Donc des figures nationalistes et féministes qui sont souvent identifiées comme laïques ont pourtant, dès cette époque, accordé beaucoup d'importance aux référentiels religieux et se sont nourris de la pensée développée par les penseurs réformistes musulmans pour défendre l'idée des droits des femmes. En Irak, on a eu la formation de la première association féminine irakienne qui était Nahd an-Nahdha an-Nisa'i en 1923. Et c'est très intéressant que l'une des fondatrices de Nahd an-Nahdha an-Nisa'i était la femme de Cheikh Ahmed Daoud, donc c'était un alim, c'était un savant religieux. Et celle d'ailleurs qui a écrit l'ouvrage Awwal al-Tariq fi an-Nahdha an-Niswiyya fi al-Iraq, qui veut dire les premiers jalons de la renaissance féminine en Irak, et Sabiha Cheikh Daoud, donc la fille du Cheikh Daoud, et dans cet ouvrage qui retrace toute l'histoire du mouvement des femmes irakiennes jusqu'en 1959. Sabiha, on voit bien que l'argumentaire religieux et l'argumentaire développé par les réformistes musulmans est très utilisé par ces figures féministes. Dans les années 50 d'ailleurs, en prenant l'exemple de l'Irak, quand il y aura l'adoption du code du statut personnel irakien en 59, il y aura justement l'utilisation des textes de jurisprudence sunnites et chiites pour adopter un code qui à cette époque était l'un des plus progressistes de la région. Donc plus tard, dans le courant des années 1970, on voit apparaître dans les sociétés majoritairement musulmanes de nouvelles figures féminines, souvent proches de la militance islamiste. Celles-ci vont développer de nouvelles pratiques et un discours sur les femmes en plaçant le référent religieux au premier plan dans leur défense d'une identité féminine musulmane. Alors là, on peut reprendre aussi les propos de Zimam al-Husseini qui décrit le féminisme islamique comme l'enfant illégitime de l'islamisme, c'est-à-dire que avec justement cette arrivée des mouvements islamistes et donc l'islam qui arrive sur la scène publique. Donc on va avoir deux phénomènes qui vont avoir lieu et donc qui vont marquer cette évolution du discours sur les femmes en islam et les pratiques militantes musulmanes. D'une part, l'élévation du niveau d'instruction des femmes à l'échelle du Moyen-Orient. Donc de plus en plus d'entre elles ont accès à l'université. D'autre part, aussi la nature du discours islamiste dans sa remise en question de l'islam de pouvoir, sa capacité à démocratiser le discours religieux et à rendre légitime un savoir alternatif développé par des penseurs dont le discours et le profil diffèrent de la trajectoire classique des écoles islamiques. Donc comme le dit très justement la féministe musulmane Zaina Anwar dans son article dans l'ouvrage, elle dit justement les musulmanes éduquées, diplômées des universités ne se satisfont plus du discours islamique traditionnel et posent des questions à l'orthodoxie religieuse. Donc cette vulgarisation du savoir religieux et son expression dans d'autres termes que ceux des écoles islamiques traditionnelles à travers les discours des islamistes a rendu possible une forme de réappropriation du savoir religieux par les femmes. Et ce phénomène va s'accentuer dans les années 80 et 90 dans les sociétés majoritairement musulmanes. On va avoir ce que décrit Niloufer Guelleh, ce qu'elle nomme moderne mahram, c'est-à-dire des figures musulmanes qui allient pratique orthodoxe de l'islam et modernité affichée. Et il va se produire le passage d'un discours féminin de défense de l'islam à un discours féministe développé à l'intérieur du cadre religieux musulman. C'est-à-dire qu'à mesure que les femmes deviennent plus éduquées, qu'elles s'approprient le savoir religieux, et que des discours aussi islamiques alternatifs à la faveur des courants islamistes se démocratisent, le féminisme islamique se développe en tant que discours intellectuel et sous la forme de pratiques militantes chez des femmes islamisées. Maintenant, pour ce qui est de la dynamique féministe musulmane, ou je dirais de l'émergence de ce concept, c'est vrai que les espaces où l'association des termes féminisme et islam et l'élaboration théorique de ce qui est communément appelé le féminisme islamique, c'est vrai que ça a été surtout abordé à partir des années 90 dans des milieux intellectuels universitaires, au demeurant assez élitistes. Mais en deux mots, si on voulait décrire cette dynamique,
Ouais, le féminisme islamique, tel qu'il a pris donc, forme ces 20 dernières années, désigne ce mouvement transnational qui s'inscrit dans la continuité de la pensée réformiste musulmane qui a émergé à la fin du XIXe siècle, qui appelle donc à un retour aux sources de l'islam, donc Coran et Sunna, tradition prophétique, afin de le débarrasser des lectures et interprétations sexistes, trahissant l'essence libératrice du message de la révélation coranique, et appelant à l'utilisation de l'outil de l'ijtihad, permettant d'appréhender l'islam en rapport avec l'évolution du contexte. Donc ce qui est dit clairement par les féministes musulmanes, c'est que l'islam originel, donc ce qui est décrit comme l'islam originel, ne fait pas la promotion d'un quelconque patriarcat, mais au contraire promeut l'égalité des sexes. Donc elles appellent à une lecture, ainsi qu'à une relecture des sources de l'islam, en faisant appel aux sciences sociales pour en extraire les principes d'égalité et de justice, et en distancier les interprétations qui ont été élaborées à travers le temps à partir d'une grille de lecture machiste et patriarcale, dont notamment le fiqh, la jurisprudence musulmane, a hérité. Donc globalement, parce que j'ai pas beaucoup, je vais finir assez vite, il y a je dirais, trois domaines de travail dans lequel ce mouvement féministe donc a développé le mouvement féministe musulman ces 25 dernières années. Le premier, rapidement, c'est une révision de la jurisprudence islamique, une relecture du tafsir, les exégèses et commentaires coraniques. On peut citer par exemple comme plateforme transnationale la plateforme Moussawa. On peut citer comme intellectuelle Asma Al-Amrabat par exemple, qui aujourd'hui préside à l'intérieur de l'Union des ulama du Maroc. Elle est chargée du centre de recherche sur les femmes. Maintenant, un deuxième niveau de travail, c'est la production d'un savoir nouveau à travers la réécriture de l'histoire des femmes musulmanes, la réhabilitation de leur place et de leur rôle dans l'historiographie musulmane, ainsi qu'un travail de révision de l'histoire islamique d'un point de vue féminin et féministe. À ce propos, on peut citer les travaux, par exemple, de Saadi Yacher, qui est aussi une membre active du réseau Moussawa, ou les travaux de Mohamed Akram El-Nadawi, comme son livre El-Muhaddithat. Et le troisième niveau, qui est pour moi le niveau le plus fondamental, qui est l'élaboration d'une pensée féminine et féministe musulmane globale, qui serait axée sur ce principe du monothéisme musulman, du tawhid. C'est-à-dire qu'il y aurait cette idée que le tawhid, donc l'unicité de Dieu, donc impose une égalité. Toute forme de domination, toute forme d'oppression serait une appropriation d'un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Donc il y a cette idée qui est développée de, je dirais, un féminisme qui part vraiment de cette quête spirituelle de l'unicité de Dieu. Donc pour faire vite, s'il faut juste décrire en termes de mouvement national et transnational, il faut aussi différencier les stratégies. Je dirais que c'est pas la même chose, et c'est pour ça que je parle des féminismes islamiques au pluriel. Quand on se trouve dans des contextes où l'islam est le référent majeur, les stratégies, on peut parler stratégie féministe musulmane, c'est-à-dire que le référentiel religieux va être utilisé, par exemple, en Irak, en ce qui concerne les codes le code du statut personnel irakien. Donc il y aura une utilisation stratégique du référentiel religieux dans des contextes où c'est un référentiel qui s'impose. Mais c'est pas la même chose, il me semble, de parler de stratégie féministe musulmane en Europe, par exemple, ou en Occident. Et d'ailleurs, c'est là où ça a été, où académiquement, en termes de production académique, le féminisme islamique a été extrêmement développé, où là, on a vraiment une démarche, je dirais, de femmes croyantes, qui partent aussi donc qui articulent foi et engagement politique autour justement de ce que je décrivais, cette idée de tawhid, de partir du spirituel pour aller vers l'engagement pour la justice et l'égalité. Et donc, en deux mots, à mon sens, ce qu'apporte le féminisme ou les féminismes islamiques, je dirais au féminisme en général, je dirais que dans sa remise en cause de la doxa féministe, en revendiquant une reconnaissance de la pluralité des modalités d'émancipation féminine, le féminisme islamique se situe dans la lignée de la critique féministe postcoloniale et du black feminism, du féminisme africain-américain. Donc la critique féministe postcoloniale guidée par le lien conceptuel racisme, impérialisme, colonialisme a vigoureusement critiqué la prétention d'un certain féminisme colonial ou néocolonial à déterminer pour les femmes du Sud les modalités de leur émancipation. Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas imposer un agenda prédéfini sur des contextes différents. Et de la même manière, pour les féministes noires, ce qui a été appelé the power of sisterhood, donc cette idée de sororité, s'arrête là où le mouvement féministe lui-même est porteur de racisme et où les conditions de vie différentes des femmes imposent des revendications divergentes.
Donc, l'imbrication de l'antiracisme à l'antisexisme, c'est à mon sens une posture majeure qui réunit le féminisme africain-américain, anticolonial et musulman. Et je dirais aussi, alors, ce qu'introduit de fondamental, je dirais, le féminisme islamique à l'intérieur du féminisme en général ou des féminismes en général, c'est cette idée aussi que l'engagement politique peut partir du spirituel. C'est-à-dire on peut partir d'une tradition spirituelle, d'une quête de Dieu, de cette unicité de Dieu, pour articuler une lutte politique pour la justice et l'égalité. Est-ce que j'ai encore une minute ou j'ai... D'accord. Alors je vais juste dire qu'il me semble, il est important, j'ai pas pu trop développer sur l'Irak, mais si peut-être au moment des questions. Donc il me semble qu'il est important de placer ce concept de féminisme islamique dans ces différentes réalités. De montrer sa complexité, sa diversité, c'est-à-dire que les stratégies féministes musulmanes ne sont pas identiques selon les contextes. Et c'est pour cela qu'il me semble toujours important d'en parler au pluriel, pour dire essentiellement qu'il y a des féminismes et des utilisations différentes du référentiel religieux, que ce référentiel religieux s'articule toujours dans un contexte social, économique, politique particulier. Et donc, si on oublie ça, à mon sens, si on se limite à l'analyse en termes de variables religieuses, on risque aussi de tomber dans une forme d'orientalisme inversé. Donc, parce qu'encore une fois, ce n'est pas, et ça sera mon dernier mot, en lisant le Coran que l'on comprend quoi que ce soit à ce que sont les musulmans. Bonsoir, je suis aussi très contente d'être ici. Je remercie beaucoup Lima et je vous remercie, Madame la modératrice, de me passer la parole. Donc, comme on l'a vu avec ce qui vient d'être dit, les féminismes islamiques sont... c'est pas un phénomène nouveau. Donc, on est 20 ans plus tard, 20 ans après l'émergence du féminisme islamique au départ, comme concept, comme idée, donc un féminisme qui a vu le jour, on va dire, de manière assez simultanée en divers lieux du globe. Donc, on est d'entrée de jeu dans une perspective globalisée. Donc en Iran, dont nous parlera sûrement beaucoup plus Madame Kian qui est ici, il émerge une première fois suite à la déception de femmes religieuses après la révolution iranienne. On peut dire que ce qui est intéressant, immédiatement, c'est repris en divers lieux du globe comme un mouvement, on va dire, mondialisé, au départ un mouvement intellectuel, d'herméneutique et de réflexion sur les textes. Donc, contrairement aux autres féminismes dans les sociétés arabes ou les sociétés musulmanes, on n'est pas dans un mouvement social, on n'est pas dans une masse en fait de gens, on n'est pas dans les mobilisations de la société civile, mais on est dans des figures intellectuelles qui, à divers endroits, commencent par s'approprier au départ les textes et à promouvoir des interprétations, en premier lieu du Coran, mais pas seulement, qui promeuvent l'égalité entre les sexes. Donc en fait, on peut dire que ça témoigne d'une appropriation de l'islam par les femmes, d'une démocratisation aussi du savoir religieux, d'une forme de prise de responsabilité vis-à-vis du religieux, de ses normes, de ses pratiques, avec une idée assez simple, l'islam c'est nous, en l'occurrence c'est elles, ces femmes-là, qui s'en saisissent aussi, et c'est pas seulement ce que les oulémas en ont fait au cours des siècles depuis la Révolution. Depuis la révélation, là, pour le coup. Ou la révolution. La révolution de la révélation. Donc, depuis ça. Donc, il y a eu plusieurs phases. Un certain nombre de chercheurs ont travaillé dessus. Elles ont bien montré les premières 10 années. Puis, à partir des années 2000, ce féminisme islamique qui entre dans une nouvelle... dans un nouveau moment, avec plusieurs choses, à la fois une herméneutique qui s'affirme, qui se radicalise, qui devient beaucoup plus forte, qui, comme le fait Amina Wadoud, donc une femme afro-américaine convertie à l'islam, qui est une des figures de ces théologiennes féministes, qui donc commence à promouvoir des herméneutiques beaucoup plus radicales. En même temps, se tisse une sorte de mouvement transnational qui commence à vouloir diffuser ces exégèses. Puisque, il n'est pas tout de promouvoir intellectuellement ou de créer les bases intellectuelles d'un mouvement. Il faut encore, petit à petit, que ce mouvement gagne. Et peu à peu, des réseaux globaux se constituent. Donc, Moussawa, que vous avez mentionné, ça c'est assez tardif, en 2009, en Indonésie, au départ.
mais également un comité consultatif des théologiennes. On a entendu parler ici en Europe pas mal des conférences de la Junta Islamica à Barcelone entre 2005 et 2010. Et parallèlement à cette espèce de mouvement et de réseau transnational, de l'intérieur des pays, des féministes islamiques commencent à se frayer un chemin au sein des institutions existantes. Et là, il y a l'exemple donc, que vous citiez du GRFI avec Asma Lambrabet, qui donc travaille avec la Ligue des oulémas du Maroc, en est partie prenante et donc commence de l'intérieur, elle fait partie de ces théologiennes féministes, à diffuser ses idées et à ouvrir le champ de la réflexion théologique, on va dire, dans un espace plus islam du juste milieu, de la wasatiyya, etc. Donc qui va toucher plus de monde que ces théologiennes qui, au départ, il faut bien le dire, sont à la marge du champ de l'exégèse et de la pensée religieuse. Donc, on peut dire que, ce féminisme islamique au départ est né au sein de ce qu'on appelle l'islam dit périphérique, minoritaire, c'est-à-dire pas le monde arabe, bien qu'il y avait des figures précurseurs, on en a parlé, en Égypte, à différents niveaux et à différentes époques. Donc, il faut absolument aujourd'hui, 20 ans plus tard, parler de féminisme islamique au pluriel, et ça, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est acquis. En revanche, il est beaucoup plus compliqué d'arriver à comprendre cette diversité, parce que certes, on parle de féminisme islamique au pluriel, mais on n'a pas encore établi, on va dire, de forme de tendance, de courant qui permettrait de mieux le comprendre, ce que je vais essayer de faire là. Donc, c'est complexe de penser ces féminismes islamiques parce qu'au départ, ils s'inscrivent tous. Et enfin, non, ce que je voulais aussi dire par rapport à ce deuxième temps des féminismes islamiques, post-2000, c'est qu'il a gagné très diversement, certes, selon les différents pays, et à chaque fois les contextes sont primordiaux, mais il a gagné les sociétés civiles, il a gagné des mouvements sociaux, et des mouvements politiques, et là je parle des mouvements liés à l'islam politique, pour le monde sunnite, type frères musulmans, qui commencent à être affectés, ou qui récupèrent eux aussi, puisqu'effectivement ils sont effectivement issus aussi du réformisme, donc qui travaillent aussi dans ce sens, et qui, bien que de longue date, ils avaient travaillé sur la question des droits de la femme en islam, mais là on était dans des formes d'essentialisation également à ce niveau-là, ils entrent beaucoup plus maintenant dans un dialogue avec les perspectives, avec les différentes formes de perspectives féministes islamiques, en développant des pensées alternatives et surtout en permettant donc que ça gagne une société civile et des mouvements sociaux de manière plus large, évidemment. Donc ce qui est complexe tout d'abord, c'est que toutes ces tendances se situent au fond dans une généalogie avec le réformisme, on l'a dit, tel qu'il a été initié comme Mohamed Abdo, entre autres, à la fin du XIXe siècle. Mais c'est une filiation qui reste très peu signifiante, dans la mesure où, vous le savez sans doute, la réforme qui entendait remettre en cause les écoles juridiques, les 4 écoles, pour moderniser l'islam, à partir à la fois d'un retour au texte et aussi d'une hybridation, d'un apport de toutes les sciences, etc., au champ du religieux, a donné lieu, à l'époque et depuis, à des pensées et des pratiques politiques qui sont allées des plus conservatrices. Le wahhabisme en Arabie est un des enfants du réformisme. À l'islam politique des frères musulmans, un autre enfant du réformisme. C'est eux qui l'ont revendiqué de la manière la plus forte jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne sont pas les seuls à être, entre guillemets, des enfants du réformisme. Et, ou encore, ce qui nous intéresse en partie plus aujourd'hui, encore que pas tout à fait, également aux intellectuels musulmans critiques contemporains, les libéraux ou progressistes, des figures comme Mohamed Harkoun dans ce pays, comme Nasser Abou Zaid, comme Abdelkarim Soroush, etc., comme Khaled Abou Fadel, etc. Donc, et ensuite aussi, on peut dire que les féministes islamiques, une partie d'entre elles, se situent aussi dans cette filiation-là et reprennent un certain nombre de travaux qui ont été faits ou qui ont été faits concomitamment par ces intellectuels musulmans critiques contemporains. Donc le réformisme, il a fait beaucoup d'enfants extrêmement différents qui ne s'entendent pas tout à fait entre eux. Mais donc, du coup, ça ne nous suffit pas pour comprendre cette question.
J'ai bien conscience qu'établir des courants, il y a des passages entre les courants, qu'il y a des trajectoires qui se font, c'est-à-dire quelqu'un va être d'abord dans un courant puis va passer d'un courant à un autre. Donc on n'est pas dans quelque chose de fermé, on est dans des porosités, mais je distinguerai là plusieurs critères pour essayer de dessiner ces contours de ces tendances. La manière dont les actrices vivent la foi, la religion et se situent dans le champ religieux, donc la foi d'un côté, la religion et le champ religieux de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Leur positionnement intellectuel au sein de la pensée théologique et vis-à-vis de l'autorité féminine, la façon dont en conséquence elles envisagent l'islam et le féminisme, et enfin comment ces courants abordent les normes de genre. Avant de dresser vite fait, parce qu'on n'a pas trop de temps, ces trois tendances, je voulais juste dire que il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas comprendre ces féminismes islamiques comme on va dire, le devenir des féminismes dans les sociétés arabes et musulmanes, pas du tout. Ils arrivent dans quelque chose que j'ai nommé la troisième vague des féminismes dans ces sociétés arabes et musulmanes, une troisième vague qui apparaît au début des années 90 et qui est constituée de plusieurs éléments. Donc on est vraiment dans une pluralité des féminismes à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui fait tout l'intérêt. À la fois les mouvements séculiers qui étaient issus des mouvements nationalistes, puis des mouvements communistes, socialistes, etc., qui, pour la plupart, se sont émancipés des partis politiques auxquels ils ont été un temps liés pour développer un féminisme à la fois, justement, plus radicalement féministe, plus indépendant, ayant une pensée politique propre, d'un côté, à la fois ces féminismes islamiques, et également l'émergence tout à fait récente de nouveaux mouvements féministes dans les sociétés arabes, et là, particulièrement au Liban, des mouvements qui vont porter une attention toute particulière à la question du corps, à la question des sexualités, et notamment à la question des homosexualités. Donc on est vraiment dans une espèce de pluralité des féminismes. Donc avant de parler de ces trois courants, je dis donc aussi que les féminismes islamiques ont aussi débouché sur on va dire, ils ont inspiré un courant beaucoup plus récent et encore plus marginal, si on peut dire, les féminismes islamiques ayant quand même droit de citer petit à petit, qui sont les mouvements des homosexuels musulmans, qui se sont développés un petit peu partout, alors là, pas un petit peu partout dans les pays, dans les sociétés arabes, mais un petit peu partout en des lieux différents, globalisés, type Afrique du Sud, Indonésie et autres, et qui se sont inspirés des méthodes des féminismes islamiques, mais je ne développerai pas, puisque je n'en ai pas le temps. Donc, mais on pourra revenir là-dessus pendant le débat. Je pense que c'est assez intéressant aussi de voir ces prolongements. Donc, je distingue donc trois courants. Les théologiennes critiques de l'islam, dont j'ai dressé un peu, dont j'ai un petit peu parlé. Donc, méthode d'exégèse, appui sur le Coran en premier lieu. Pourquoi Coran seul, texte sacré, alors que tout ce qu'on a après, c'est des sources secondaires produites par des hommes dans des conditions historiques bien particulières, donc nécessairement sexistes, etc., etc. On voit bien le type de déconstruction qu'elles peuvent faire. Elles mettent en lumière le déplacement qu'ont fait les sources secondaires de la misogynie sur le divin. Donc elles reviennent au texte sacré, elles remettent en question toute une série de concepts qui ont forgé la manière dont le fiqh s'est constitué, le concept de la ijma, du consensus des savants, etc., etc. Donc elles travaillent là-dedans. On peut dire qu'elles ont une position herméneutique extrêmement créative, en s'inspirant aussi des travaux sur le genre, de toute une série elles hybrident complètement les ressources intellectuelles, et elles refusent le différentialisme, puisqu'elles pensent que le Coran ne s'adresse pas aux femmes en tant que femmes, mais qu'il s'adresse d'abord en tant que croyants universels, ensuite distingués, mais en tout cas pas en tant que femme, contrairement au droit de la femme en islam, qui elle a bien spécifié des fonctions bien spécifiques et des rôles aux femmes. Donc, en fait, elles ont toute une série. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce qu'elles ont fait puisque c'est extrêmement fort. Disons juste que cette position théologique extrêmement forte, cette affirmation très créative d'une méthode herméneutique bien particulière, aboutit aussi au fait qu'elles sont pour la féminisation de toutes les fonctions religieuses, de la daïa, la prêcheur classique, produit aussi du militantisme des frères musulmans, aux femmes imanes pouvant diriger une prière mixte, etc. Donc elles sont pour une féminisation
des fonctions religieuses entièrement et pas seulement, et ne sont pas, par exemple, contre l'imamat féminin qui pose problème à partir du moment où une femme va diriger une prière mixte. Voilà. Elles ont aussi fait toute une démarche relative à l'histoire des femmes, replacer la place des femmes dans la révélation, etc. Mais je ne reviendrai pas trop là-dessus. On peut dire que par rapport aussi à la question dont on parle tellement du hijab et du voile, elles ont développé aussi des herméneutiques bien particulières qui ont bien montré la fonction de ça, et elles ne prennent pas parti d'une manière collective pour l'obligation du hijab comme un témoignage de la foi. Elles le portent, certaines, d'autres non, d'autres moins, d'autres certains jours, d'autres à moitié, enfin chacun fait ce qu'elle veut, mais surtout, elles le portent dans un rapport personnel à leur propre corps, à leur propre volonté d'être dans la société, mais pas forcément, mais elles n'en font pas un témoignage de la foi pour les femmes. Donc ça, c'est le premier courant. Le second, je vais y aller brièvement, sont des militantes féministes croyantes, sociologiquement musulmanes, qui ont des pratiques religieuses diverses, mais surtout, elles contestent les interprétations inégalitaires de l'islam, surtout en vertu d'une position de citoyenneté. Leur problème, c'est qu'elles sont donc en général dans des pays musulmans, et leur problème, c'est en gros les codes du statut personnel. Et elles disent, bon, là, on a des références religieuses, si on veut être effectif, si on va avoir un message qui peut porter et qui peut mener à des changements juridiques, ces interprétations sont utiles. Donc elles sont surtout dans ce type de configuration et elles s'appuient beaucoup sur les travaux des théologiennes critiques. Il y a une série de mouvements comme Sisters in Islam en Malaisie par exemple. En Malaisie, en Indonésie, c'est des courants qui sont extrêmement forts, mais pas seulement. Donc un peu partout, des féministes, parfois séculières, se disent, bon voilà, c'est utile, c'est une ressource utile. Donc elles s'en saisissent. Enfin, le dernier courant sont celles que pour ma part, je nomme des figures de l'islam politique engagées sur les droits féminins. Donc, avec certaines qui se revendiquent féministes, d'autres qui ne se revendiquent pas féministes. Elles ont un rapport au champ religieux qui s'inscrit dans une histoire et une généalogie collective, celle des mouvements sociaux et politiques de l'islam politique pour le monde sunnite du type frères musulmans. Donc, il y a des précurseurs, type Zainab al-Khazali, Safi Naskazim, par exemple, des figures plutôt conservatrices. Et petit à petit, on va voir une série de femmes de manière récente, comme Nadia Yassine au Maroc, Nawal al-Fahouri en Jordanie, la Koweïtienne Khadija al-Mahmid, et d'autres, Iba Raouf en Égypte, qui vont aussi rentrer dans des processus, de se saisir de l'islam pour promouvoir les droits féminins. Et là, on va dire, une forme de croisée des chemins entre des femmes qui, en général, n'ont pas du tout la même liberté interprétative jusqu'à aujourd'hui que les premières, pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles s'inscrivent dans une généalogie, qu'il y a toute une série de gens qui ont fait des interprétations, donc elles arrivent après, donc il faut qu'elles se saisissent de quelque chose qui n'est pas vide, déjà, qui est occupé, et qui est notamment occupé par cette littérature qui a été extrêmement prolixe sur rôle et fonction de la femme en islam, et donc elles essayent de renouveler pour une partie d'entre elles, d'ouvrir, avec, on va dire, un souci extrême particulier sur la question du politique et du champ public. En général, elles promeuvent une égalité entière entre hommes et femmes dans le champ public et politique. C'est assez logique, vu d'où elles viennent. Mais par contre, dans la sphère privée, la sphère de la famille, on n'est pas toujours, mais parfois dans des questions de complémentarité. Et dans le rapport au corps féminin, à la pudeur, on est aussi dans notre rapport au hijab, etc., etc. Donc on peut dire que ce dernier courant, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, est à un moment comme ça où il y a des figures qui se détachent, l'islam politique en plus bouge, il y a toute une série de mouvements centristes qui se créent, des formes d'hybridité qui arrivent, et donc tout ça aussi bénéficie à ce féminisme islamique dont elles font aussi partie d'une manière particulière qui est la leur. Je vous remercie. Je préfère me concentrer sur un cas particulier qu'est l'Iran, mais avant ça, je voudrais juste dire qu'il y a plusieurs concepts qui sont, à mon sens, indispensables pour un petit peu essayer de comprendre ce qui est en train de se passer quand on travaille, quand on réfléchit sur le féminisme islamique. Le concept d'hybridation de Homi Bhabha, donc, et aussi
la déstabilisation des identités qui a été théorisée par notamment Judith Butler. Donc je pense que les cas des féministes islamiques que personnellement je connais, en particulier le cas des féministes islamiques iraniennes, sont vraiment très bien explicables à travers ces démarches conceptuelles et théoriques. Alors, dans le cas de l'Iran en particulier, et un peu plus général aussi, mais bon, je me contente de l'Iran, je pense que les féministes islamiques peuvent être expliqués aussi, c'est-à-dire que c'est un mouvement aussi un peu réactionnel par rapport à deux, disons, phénomènes. Premièrement, les islamistes, l'arrivée au pouvoir de l'islam politique en Iran en 1979, et donc en face d'elles, en face des femmes, un discours islamiste, et pas que, c'est-à-dire les politiques aussi, avec une approche positive de la nature, et qui essentialise les différences entre les hommes et les femmes. Et à travers cette approche, c'est-à-dire cette lecture-là, vous avez des lois qui ont été promulguées sous prétexte que c'était selon un modèle donc des lois islamiques qui institutionnalisent les inégalités entre les hommes et les femmes, alors même que les femmes, vous le savez, en Iran ont massivement participé à la révolution de 79, tout comme d'ailleurs ce qu'on constate dans les cas des révolutions dans le monde arabe. Et puis, autre phénomène important, c'est ce que j'appelle les féministes patriarcales, qui ne sont pas islamiques, mais patriarcales, c'est-à-dire plutôt d'obédience laïque et occidentaliste, qui existaient dans l'ensemble de ces sociétés qui existent encore aujourd'hui. Donc, c'est par rapport à ces deux phénomènes que les féministes islamiques vont émerger dans ce pays. Et tente effectivement de se positionner à la fois contre l'hégémonisme fondé sur le mythe de l'universalité de la trajectoire occidentale, mythe qui est entretenu par les féministes que j'appelle patriarcales, mais également contre l'approche différentialiste et essentialiste des islamistes qui prônent le relativisme culturel et rejettent l'universalité. Donc je pense que ces féministes islamiques en Iran se positionnent contre ces deux approches-là. Bien évidemment, il convient aussi de distinguer islamique de l'islamiste. Je pense que Zahra, tu l'as fait, puisque sinon on ne comprend pas de quoi on parle. Donc, pour moi, l'islamique n'entend pas appliquer les principes religieux aux institutions, aux lois et aux champs politiques. Donc, pour moi, les féministes islamiques font partie donc de cette tendance-là, tandis que les islamistes tentent d'imposer un système totalisant pour gérer tous les aspects de la société en s'appuyant uniquement sur les fondements islamiques. Et par ailleurs, toutes celles qu'on appelle féministes islamiques ne se nomment pas non plus féministes islamiques, mais leurs démarches vont dans ce sens-là. Ça aussi, je pense que ça mérite d'être précisé. Alors, qui sont ces actrices ? Ici, en bonne sociologue, je pense que la question de stratification sociale est très importante. C'est-à-dire qu'au début de la Révolution, les femmes, pas nécessairement féministes, mais les femmes qui étaient dans les administrations, qui étaient, disons, qui participaient au pouvoir à l'époque de l'Ancien Régime, ont été bien évidemment limogées et ont dû quitter le pays. Celles qui étaient restées sur place ont été très violemment mise d'or. Par qui ? Par un certain nombre de femmes islamistes qui, de ce fait,
ont assuré leur ascension sociale. Ce qu'on appelle les féministes islamiques, dans le cas de l'Iran très précisément, puisque j'ai mené des enquêtes auprès d'elles dès 1994, sont celles qui appartenaient au moment de la Révolution, notamment aux classes moyennes traditionnelles ou aux classes moyennes inférieures. Et donc, effectivement, d'où l'importance de la question de stratification sociale. Elles se sont construites en actrices sociales, tentant de participer au processus, plus tard, de reconstruction identitaire. Et donc, elles, finalement, se sont appropriées de ce qu'on appelle la modernité et ont commencé à présenter une relecture au féminin du Coran et des traditions islamiques. Ont commencé aussi à négocier avec le pouvoir plus tard, après la fin de la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire à partir de la décennie 1990, un meilleur statut social, cette fois-ci pour l'ensemble des femmes, pas seulement pour elles-mêmes, et aussi la reconnaissance politique pour les femmes. Donc, deuxième bien évidemment, question, c'est quelle est leur démarche. Bon, ça a été abordé là. Leur démarche au départ ressemble beaucoup à la démarche, disons, plus générale, dans la mesure où, étant donné qu'en Iran, et là, la contextualisation est très importante, dans la mesure où en Iran, les femmes ont les mêmes droits au travail, à l'instruction. D'ailleurs, la majorité des étudiants en Iran sont des étudiantes, au travail et aussi au droit de vote et d'éligibilité. Mais quand il s'agit du code du statut personnel ou le code civil, plutôt dans le cas de l'Iran, les inégalités sont flagrantes. Et donc, ces femmes ont commencé dès 1992 et à travers la création des magazines et des journaux féminins, ont commencé à présenter une interprétation, disons, égalitaire de l'islam, pour dire qu'il n'y avait effectivement aucune différence, en tout cas selon elles, entre les hommes et les femmes. Donc, ce qu'elles ont fait, c'était une démarche d'historicisation et la contextualisation de la religion, et ont présenté des interprétation d'un certain nombre de versets coraniques et ont demandé le changement des lois. Dans le contexte de l'Iran de 1990 ou des années 80, début 90, c'est une démarche très courageuse et très innovante, puisque contrairement au cas de l'Égypte, là où mes collègues ont déjà mentionné ça, mais aussi, bon, je pense que Labiba Ahmad aussi en Égypte, c'est le cas dès le début du XXe siècle. C'est un cas important de ce qu'aujourd'hui on l'aurait appelé féministe islamique. On l'a pas fait, mais finalement c'est plus ou moins la même démarche que les féministes islamiques d'aujourd'hui. Alors là, je ne suis pas d'accord pour dire que les féministes islamiques la démarche serait proche, par exemple, de black feminism ou de féminisme postcolonial. Moi, je les trouve, en tout cas dans le cas de l'Iran, beaucoup plus libérales, on va dire, puisque ces féministes islamiques, tout comme d'ailleurs les féministes séculières iraniennes, prennent au jour d'aujourd'hui encore les femmes comme une catégorie homogène. Donc, elles ne voient pas qu'il y a différentes ethnicités, il y a différentes classes sociales, etc., etc. Il y a différentes religions également. En tout cas, sont libérales dans la mesure où leurs critiques ne visent pas non plus le système. Et donc, je pense que moi, personnellement, je mobilise ce que Denis Candiotti a appelé le marchandage avec le patriarcat. Et également, bien sûr, le contexte des contraintes concrètes sont importantes pour comprendre pourquoi chacune de ces féministes islamiques, dans différents contextes de différents pays, a une démarche bien évidemment différente. En tout cas, il ne s'agit pas pour elles d'aller au-delà des réformes et en plus dans des cadres d'institutions établis.
Après, le concept d'hybridation est très important puisque là encore, ces féministes ont émergé dans le contexte d'un pays où le mouvement féministe, depuis le début du XXe siècle, a été dominé par des féministes séculières et très, je dirais, très occidentalisées dans la mesure où, et donc, elles ont commencé finalement à s'influencer par ces féministes, féministes séculières, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que au bout de plusieurs années d'activité et d'action, finalement, elles ont aussi réussi à influencer un certain nombre, en tout cas, de féministes séculières qui apprennent certaines choses, à savoir refuser l'essentialisation, à savoir prendre leur distance avec une analyse essentialiste et culturaliste de l'islam, ne pas voir l'islam comme le facteur explicatif majeur dans la vie des femmes et des sociétés musulmanes. Et donc, elles ont commencé à travailler ensemble. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les féministes islamiques, au départ, ont commencé à mettre en question l'hégémonisme, un certain nombre d'hégémonismes, mais finalement, elles ont été, au cours des années, emmenées à travailler avec des féministes séculières. Et là où elles pouvaient, si vous voulez, là où on pouvait voir le résultat de cette, disons, solidarité de classe, puisqu'il s'agit des classes moyennes toujours, hein, et de sexe aussi, c'était dans les magazines féminins que je viens de citer. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans ce pays, en Iran, tous ces magazines ont été interdits de publication. Donc, il s'agissait d'un forum de débat très important qui n'existe plus. D'un autre côté, aucune volonté politique de vraiment mettre en œuvre l'ensemble de ces réinterprétations. Par exemple, si vous regardez le Code civil iranien, eh bien, on constate que pratiquement rien ou en tout cas pas grand-chose n'a été modifié au profit des femmes et qu'au contraire, sous un gouvernement ultra-conservateur, les femmes ont même perdu un certain nombre d'acquis qu'elles avaient, puisqu'il y a une nouvelle code du statut personnel, dite loi de la protection de la famille, qui protège davantage encore les droits des hommes sur les femmes. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même mesurer un petit peu. Vous savez que dans un cadre général, il y a aussi par rapport au réformisme musulman, il y a plusieurs approches qui existent. Est-ce que on est obligé de passer par l'interprétation ou est-ce que c'est autrement aussi qu'on peut parvenir à la démocratie ou à l'égalité? Mais en tout cas, ce qu'on constate dans le cas très précis de l'Iran aussi, c'est que un certain nombre de ces féministes islamiques, et je les nomme aussi féministes islamiques parce que elles se sont nommées de cette façon-là, c'est-à-dire elles m'ont dit je suis féministe islamique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elles s'identifient avec la communauté musulmane, s'identifier, hein, ça c'est dans les années 90, et tenter par la réinterprétation, mettre en question une vision, comme on vient de dire, inégalitaire de l'islam. Ceci a beaucoup changé, d'une part grâce à cette hybridation, et d'autre part à l'existence des identités multiples et leur identité musulmane de départ, pour certaines d'entre elles en tout cas, ont été plutôt déstabilisées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles qui vivent désormais en exil à l'étranger ne portent plus le voile, ne se disent plus islamiques et ont complètement renié leur passé. Ce à quoi, bien sûr, enfin, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc, pour vous dire que on n'est pas né féministe islamique et on ne reste pas non plus nécessairement féministe islamique.
Alors, très rapidement, puisque on me signale que j'ai très peu de temps, je voudrais juste dire néanmoins l'importance de ces démarches, de ces efforts intellectuels, mais aussi de ces actions et activités à la fois sociales, mais aussi politiques, puisqu'on a vu pas mal d'entre elles, justement, dans les rues en 2009, lors, justement, de printemps iranien. C'est d'avoir mis en question les prétentions des dirigeants, si vous voulez, des prétentions, des références de ces dirigeants qui essayaient d'expliquer ou de justifier les inégalités entre les hommes et les femmes en se référant aux lois divines. Ces femmes ont montré qu'il n'y a pas de base réelle et religieuse, en tout cas face à ce discours et donc elles ont fait de ce fait reculer, me semble-t-il, le poids des interprétations figées et officielles de l'islam et les discours relatifs à l'immuabilité des lois. Mais là, encore une fois, je pense qu'une volonté politique pour mettre ces efforts intellectuels réellement, pour mettre en œuvre ces efforts intellectuels, manque aujourd'hui dans ce pays et malheureusement, elles sont aussi presque totalement privées de leur voie d'expression. Alors, si vous permettez, en 92, pour la première fois, je pense, la polygamie, et c'est en cela que c'est très courageux, la polygamie, puisque la loi existe en Iran, a été mise en question et finalement, il y a une analyse, disons, totalement aussi sociologique qui a été mise en avant pour rejeter la pertinence de la polygamie. C'est ça qu'on appelle la contextualisation, c'est ça qu'on appelle l'historicisation et revendiquer que, par exemple, la polygamie ne fasse plus partie des lois iraniennes. Et ces types, c'est très concret. Et ce sont des femmes qui, contrairement à Amina Wadoud, qui habite aux États-Unis et qui ne subit pas ces lois discriminatoires, dans le cas de l'Iran, ce sont des femmes qui habitent dans un pays où les lois à l'encontre des femmes et des minorités aussi religieuses et ethniques sont très discriminatoires. Et donc leur démarche réellement est une démarche qui est ancrée dans la réalité de leur contexte et de leur situation de vie. Et en tout cas, je voudrais dire que malgré les entraves, malgré les obstacles, malgré qui sont liés au pouvoir, néanmoins, comme je viens de dire, ces femmes, ces féministes ont beaucoup œuvré pour mettre en question un certain nombre de préjugés et elles sont très soutenues d'ailleurs, je le dis, par un certain nombre d'ayatollahs aujourd'hui en Iran, mais aussi par un certain nombre de savantes religieuses qui ne sont pas féministes mais qui les aident dans leur démarche. Donc il y a de quoi néanmoins garder l'espoir pour l'avenir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'aimerais remercier l'Institut du monde arabe pour cette invitation. Et je suis ravie de partager cette réflexion avec vous et puis avec Zahra Stéphanie Azadeh. Donc pour ce qui me concerne et pour ne pas être trop redondante, j'ai proposé de vous expliquer un petit peu comment ça se traduit sur le terrain, le fait d'être féministe musulmane ou islamique en Belgique. Voilà, comme ça vous aurez un petit son de cloche de ce qui se passe du côté des Belges. Et puis ça me fait plaisir de venir en France et de parler des féministes musulmanes belges, même si elles ont été très inspirées de la pratique en termes d'activisme des femmes musulmanes engagées ici en France. Voilà. Alors, en guise d'introduction, ce que je peux dire, c'est que c'est au cours des années 2000 que l'on assiste donc à l'apparition de ce nouveau sujet féminin musulman qui aspire à une libération, à un processus de libération, d'abord dans le langage de la religion et puis ensuite après dans une perspective féministe.
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que cette apparition se fait dans un contexte plutôt chargé au niveau du contexte politique, étant donné le 11 septembre, les affaires liées au foulard islamique, et puis aussi, il faut bien le dire, cet acharnement des médias, des politiques sur l'islam. Donc c'est une apparition qui se fait sous haute tension, dans la douleur, mais en tout cas qui se manifeste avec évidemment des crispations de part et d'autre dans les réseaux féministes et dans les milieux politiques. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette apparition se fait sur 3 temps. Ce qui ressort du terrain, c'est que au début des années 2000, il y a d'abord qu'on détecte comme la féminisation d'un discours. La féminisation d'un discours dans le militantisme, dans les réseaux associatifs, qui est d'abord de revenir à toutes les questions liées à l'autonomisation du discours de la femme, revenir sur les questions liées à l'être de la femme, le bien-être, les questions liées aux droits des femmes, les questions liées à l'engagement. Donc au départ, on est surtout sur des discours axés sur ces thèmes-là. Donc ça, c'est dans les années 2000-2003. À partir des années 2003-2004, ce que l'on perçoit, c'est que là, on a les premiers signes avant-coureurs d'un féminisme musulman qui ne dit pas son nom, donc des femmes qui commencent à s'engager dans une démarche féministe, mais qui encore refusent le label, qui ne se l'approprient pas. Pourquoi ? Parce que le féminisme renvoie à l'époque coloniale, donc il y a une mauvaise appréhension et compréhension du concept du féminisme. Et puis dans la communauté musulmane, il y a aussi le fait de dire le féminisme islamique c'est une occidentalisation à outrance de la question des droits des femmes. Donc au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas un rejet, mais en tout cas, il y a une frilosité à s'affirmer en tant que telle, mais aussi une frilosité dans la communauté musulmane à recevoir ce discours comme un discours dit féministe musulman. Et puis, dans la société civile, évidemment, cette irruption soudaine de ces femmes voilées qui vont décider de prendre part au débat politique, notamment lorsqu'il y a les affaires liées au foulard, puisqu'en Belgique, il y a eu le débat ici en France, il y a une loi qui a été votée, et puis en Belgique, alors on n'a pas de loi, mais en tout cas, les débats français ont toujours un impact sur la Belgique. Vous connaissez le dicton, lorsque la France prend froid, c'est ça, la Belgique éternue, ou l'inverse, en tout cas, vous m'aurez comprise, il y a toujours un impact. Tous les débats c'est intéressant de voir que les débats qui en France, on est sûr de les avoir 2 mois après en Belgique. Donc c'est intéressant quand on a un pied dans les 2 pays. Donc en Belgique, il n'y a pas de loi, mais pour moi, c'est une attitude un peu hypocrite parce qu'on n'arrive pas à se décider en Belgique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se lave les mains et on dit au directeur d'école, chaque école prend la décision d'interdire ou pas le foulard. Ce qui fait que, il y a des écoles où il y a 90% de filles voilées. Bah oui, parce qu'il y a des écoles qui acceptent le foulard. Donc, vous avez des écoles où il y a 90% de filles voilées, parce qu'on sait que dans cette école-là, dans telle ou telle commune, qui est l'équivalent des arrondissements ici, on accepte le foulard. Donc, vous vous retrouvez avec des écoles où 90% sont des filles qui sont voilées, puis 90% de filles sont voilées, puis des écoles où il n'y a pas de voilées puisque c'est interdit. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une loi nationale, mais un libre arbitre de chaque directeur d'école. Donc, en 2003-2004, les femmes décident de prendre part au débat politique. Et cette irruption, cette visibilité soudaine dans la sphère publique, puisqu'elles vont s'impliquer en politique, elles vont s'impliquer au niveau associatif, eh bien, évidemment, ça va miner le débat. Et ça va évidemment exacerber une certaine classe politique, intellectuelle et féministe, puisqu'effectivement, elles vont questionner le mouvement féministe en Belgique, et je ne dis pas questionner le concept de laïcité, puisque la Belgique n'est pas un pays laïque. Et puis depuis 2009, troisième phase, depuis 2009, on passe véritablement de l'émergence
d'une identité féministe musulmane à l'affirmation claire. Et donc là, je m'appuie sur le travail empirique que j'ai effectué sur le terrain cette année, où des jeunes filles, enfin des jeunes femmes entre 20 et 45 ans qui, il y a quelques années, avaient du mal à s'assumer en tant que féministe musulmane, eh bien aujourd'hui, elles le disent clairement, après avoir fait tout ce travail de recherche intellectuelle, puisque ce qui est, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, en tout cas dans une grosse partie des travaux, des réflexions des intellectuels qui ont théorisé la pensée féministe musulmane sont en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui ressort du terrain, qui disent, mais on avait du mal à comprendre ce discours de féminisme musulman, lié au féminisme musulman, parce qu'il y a très peu d'ouvrages. Et donc c'est pour ça que je pense que d'abord le premier numéro que Stéphanie puis ensuite Zara ont coordonné sur la question du féminisme musulman en français a vraiment permis aux cadres associatifs musulmanes engagés en Belgique de comprendre c'est quoi le contenu du discours quand on dit « je suis féministe musulmane ». Donc là, elles s'approprient le concept, elles assument l'identité, et puis il y a une confiance en elles. Et donc là, c'est parti sur le terrain. Elles approchent la question de la femme en étant critiques, que ce soit dans les réseaux féministes comme dans la communauté musulmane. Alors, elles vont s'engager, elles vont apparaître et puis elles vont déconstruire les représentations sociales, elles vont déconstruire les stéréotypes. Et puis c'est là qu'on va un petit peu se rendre compte que finalement, elles font office de subalternes politiques. Pourquoi ? Parce qu'elles subvertissent d'abord la cartographie, pour reprendre les termes d'Elsa Dorlin. Elles vont subvertir et recomposer et questionner la cartographie du champ féministe. Et puis, elles vont subvertir aussi de l'intérieur, elles vont questionner la théologie musulmane. Alors, je ne reviendrai pas sur les points qui font conflit. Je pense que ça a suffisamment été abordé par les trois premières intervenantes. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau de la construction identitaire, alors on a beaucoup parlé d'hybridation. Effectivement, elles construisent un peu une identité hybride de féministes et de musulmanes à la fois, donc qui va combiner le féminisme et puis cette nouvelle forme de religiosité. Alors, cette singularité identitaire va remettre en question le modèle parfois imposé dans la communauté musulmane, mais il va aussi, d'une certaine manière, remettre en question le modèle d'émancipation qui est valorisé dans la société belge. Alors, au niveau du discours, elles développent des arguments, elles utilisent les théories liées au genre. Alors, je dis elles, mais en fait, je ne devrais pas dire elles, mais elles s'inspirent. Parce que vous verrez après qu'en fait, je le dirai en conclusion, c'est qu'en réalité, c'est un discours qui reste encore élitiste. Le travail de relecture des textes n'est pas fait par les femmes engagées sur le terrain. On n'en est pas encore là en Belgique, ni en France d'ailleurs. Je ne connais pas encore en France de femmes qui ont approché le texte et qui ont proposé de nouvelles interprétations. Donc, elle s'inspire donc de la théorisation effectuée par des féministes qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, elle s'approprie les idéaux féministes. Et puis, elles vont évidemment puiser dans ce courant les outils conceptuels pour aller vers cette égalité entre les genres. Donc, d'une part, elles voient le féminisme comme un projet politique. Et puis, dans la communauté, au sein de leur propre communauté de foi, elles vont revenir plus sur des questions d'ordre culturel. C'est ce qu'on perçoit en Belgique. Donc, la question des mariages forcés, la question, alors je le dis souvent dans les conférences parce que ça surprend toujours de savoir qu'en Belgique, on a, donc, pour revenir sur la question par exemple de l'excision, en Belgique, on a 6000 cas de filles qui sont excisées chaque année. 6000 jeunes filles ne sont pas excisées en Belgique, mais chaque année, elles partent au pays et puis elles reviennent excisées. Donc, les institutions européennes ont criminalisé cette pratique. Et puis, les femmes, donc, reviennent sur ces pratiques-là. En Belgique, c'est surtout ça, la question de l'excision, la question des mariages forcés, des questions très terre-à-terre aussi, fait de serrer la main à un homme. Il y a des débats, ces questions-là. Évidemment, on est pris en plein dans les débats liés au mariage mixte.
Et puis des fois, c'est même pas les mariages mixtes, des fois, c'est simplement la question des mariages entre Marocains. Mais bon, lui, il est RIF et lui, il est de Casa, donc c'est pas des RIF, c'est pas. Non, mais c'est la réalité en Belgique. Hein. Je veux dire, on est encore face à ce genre de débat. Donc, bah voilà, des femmes qui arrivent avec un discours en disant, mais non, le prophète le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, a dit qu'il était nécessaire qu'il y ait la miséricorde, l'amour entre les deux personnes. Donc, elles essaient de démonter avec un argumentaire religieux ce genre de pratiques culturelles. Donc vous voyez que ça reste encore on est loin encore de cette relecture du fiqh et des débats très intellectualisés. On reste encore sur des pratiques très culturelles. Mais ça reste des féministes musulmanes. Donc en termes d'action, il y a différentes stratégies. Des réseaux comme le mouvement TET ou le mouvement MDF, Mouvement pour les droits fondamentaux, qui est devenu MIT entre-temps, MEET, je ne pourrais plus donner le détail. En tout cas, elles ont compris, et je trouve que la stratégie est intéressante, sur le modèle du collectif des féministes pour l'égalité à Paris, qu'il était nécessaire de créer des liens, des alliances sur des fronts communs. Donc ensemble, on se réapproprie des concepts tels que la justice, l'égalité, et puis on revendique cette égalité entre les genres avec des femmes d'horizons divers. Donc c'est une stratégie parce qu'on se rend compte que quand on est des femmes musulmanes, qu'on s'isole entre nous, bah, finalement le discours est moins entendu. Puis on a l'impression que quand on s'engage avec des féministes qui appartiennent à d'autres sensibilités, eh bien, on arrive à se mettre d'accord. Oui, c'est bon. Merci. On arrive à se mettre d'accord sur des luttes communes, donc c'est très intéressant. La question de l'utilisation du corps, l'inégalité au niveau salarial, etc. Puis il y a des nouvelles formes de mobilisation qui ont été mentionnées, donc les mobilisations transnationalistes, qui sont des jeunes filles qui essayent de créer un lien entre la théorisation de la pensée, avec des féministes qui ont été citées tout à l'heure, donc Amina Wadoud, Asma Lamrabet, et alors en Belgique, là ce soir il y en a une qui n'a pas été citée, c'est Aziza El Hibri, qui a créé un réseau Karama. Et nous en Belgique, pour le coup, c'est son fief, parce que chaque année, elle prend au moins 15 féministes musulmanes, elle les ramène aux États-Unis, elle les forme sur la question du fiqh. Donc, elle est prof de droit à l'université de Richmond, il me semble. Et elle a créé donc un contact direct avec l'ambassade des États-Unis. Et chaque année, elle va sur le terrain, puis elle cherche un petit peu des jeunes filles qui parlent anglais. Ou en tout cas qui pourraient s'exprimer en anglais. Et là, alors, elles partent aux États-Unis, elles les forment, et puis elle les fait revenir sur le terrain belge, et ensuite, elle leur demande de traduire concrètement sa pensée sur le terrain. C'est un petit peu aussi ce que fait un réseau comme le GRFI. Donc là, moi, je parle un petit peu de ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un petit peu cette émergence de cette sphère publique féministe musulmane qui se nourrit de la pensée de ces théoriciennes, et puis grâce aux nouveaux outils de communication Internet, etc., elles arrivent à faire tourner cette pensée. En conclusion, et non, une troisième forme aussi qui est assez intéressante, qui est nouvelle, c'est dans le champ politique. Donc nous avons une députée au Parlement fédéral, Maïn Noureuse Demir, qui porte le voile. Et ça n'a pas fait autant. Oh, s'il y a eu des débats, mais vous savez, la communauté musulmane, notamment les Marocains, les Belges issus de l'immigration et d'origine marocaine, se sont fait leur place en Belgique. Donc nous avons un grand nombre de députés d'origine marocaine. C'est quelque chose d'acquis. Donc il paraissait normal qu'un jour ou l'autre, pour être fidèle au paysage belgo-belge, qu'il y ait au Parlement fédéral des voilées. Donc nous avons une voilée qui est dans le Parti des Verts et qui ne combat pas du tout les questions liées au foulard. Elle est sur l'écologie, donc c'est très intéressant. Et puis une autre qui vient de Farida Tahar, qui vient d'être aussi élue au sein du Parti socialiste, et donc elle est voilée aussi, puis elle fait de la politique. Donc il y a eu cette démarche audacieuse de ces femmes qui s'engagent en politique. En conclusion, deux choses. Il n'y a pas de mouvement féministe musulman en Belgique. Pour parler d'un mouvement qui serait unitaire, unifié, eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des femmes ici et là qui s'engagent dans divers réseaux et qui essaient de faire la promotion de ce discours. La deuxième chose, c'est qu'il y a des difficultés dans la communauté musulmane
puisque il y a encore une réticence à approcher le texte dans une perspective féministe. Il y a encore toujours cette peur de l'occidentalisation du Coran. Mais surtout, je dirais, ce que j'entends souvent dans les conférences, c'est cette peur de toucher à la sacralité du texte. Alors, inutile de vous dire que le débat sur le statut du texte, on n'en est pas encore là. Mais simplement déjà dire il y a des versets qu'on devrait interpréter dans une perspective féministe, c'est déjà difficile. C'est non, il ne faut pas toucher à la sacralité du texte, alors qu'il y a des féministes musulmanes qui disent on ne touche pas à la sacralité du texte, on n'est pas en train de, on ne remet pas en chantier le Coran, mais déjà ça crée de la peur. Et puis dans la société civile, surtout dans le champ féministe, évidemment, ce rapport de domination entre les femmes musulmanes et puis les femmes des courants majoritaires féministes en Belgique. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de la même manière que le black feminism a questionné le mouvement féministe blanc, très bourgeois, très huppé, qui ne prenait pas en considération toutes les... Ouais, une minute. Toutes les tares de ces féministes. Donc, les musulmanes féministes en Belgique questionnent le courant féministe. Mais bon, en conclusion, je dirais que en Belgique comme en France, je crois que ces féministes musulmanes participent de cette troisième vague féministe, qui n'est pas en rupture avec la seconde vague, mais qui est en tout cas, j'ai envie de dire, un féminisme dans la continuité, puisqu'elles veulent une coalition entre féminismes. Mais le problème, c'est que le fait d'arriver avec un argumentaire, un référentiel religieux, parfois ça les marginalise. En tout cas, elles sont véritablement aujourd'hui au cœur de transformations sociales et politiques en Belgique, comme en Europe francophone et comme dans le monde musulman. Je vous remercie de votre attention. Merci Malika Hamidi. Merci Malika Hamidi, merci à toutes. Donc ce soir, j'ai un peu joué le mauvais rôle, frustrant à la fois la tribune et peut-être la salle, mais c'était afin de laisser du temps à la discussion qui va donc commencer dès à présent. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit lot de questions, puis qu'on revienne à la tribune et que les intervenantes puissent rebondir à leur guise sur les questions. Voilà. Y a-t-il des questions ? Un instant, on a un micro en salle qui va vous parvenir. Alors on essaie surtout... On est très nombreux et très nombreuses ce soir et on doit s'en féliciter. On essaie, dès la première question, de faire des questions qui ne soient pas trop longues et qui puissent laisser la parole à tous et à toutes. Je vais lire très court. Il y a une chanson qui dit « Où sont les femmes ?» Moi, je dirais « Où sont les hommes ?» dans tout ce que vous avez dit. Parce que j'ai jamais entendu, aucune d'entre vous, parler des hommes, du féminisme par rapport aux hommes. Merci de votre question. Est-ce que c'est une façon de voir du point de vue social et sociétaire ou intra-musulmane? Voilà, la question est totalement fondamentale. Vous voyez, je vais vous dire un truc, je devais aller voir un film très important, je préférais rester avec vous. Merci. Merci. On va peut-être prendre une autre question, une ici, puis une là-bas. Merci. Je ne m'étonne pas que ce soit l'homme qui prenne tout de suite la parole. Ils ont tort. Vous avez peur, messieurs, vous avez très peur. Et vous avez raison, parce que ça ne fait que commencer. Ce n'est pas avec des arguments théologiques qu'on reprendra notre égalité. Je vous remercie de m'avoir ouvert l'esprit sur le féminisme que je préférerais appeler musulman, mais ce n'est pas grave. Je suis de la génération de mai 68. J'ai vécu le combat féminin, essentiellement féminin, pour le droit à l'avortement. J'ai vécu les grandes révolutions, la guerre surtout. Maintenant, le mariage pour tous. En tous les cas, une chose je peux vous dire, les femmes n'auront jamais aucun pouvoir de plus si elles l'attendent. Elles doivent le prendre. C'est tout. Alors, vous pouvez montrer votre bonne volonté en faisant les bonnes théologiennes, et Dieu sait si je suis pour l'ijtihad, car je suis musulmane. Ce sont de bons arguments, parce qu'il faut de temps en temps répondre, mais croyez-moi, c'est en prenant le pouvoir. C'est comme ça qu'a fait Simone Veil. Le féminisme en Occident n'a pas été teinté de religion. Nous n'avons jamais dit c'est du féminisme chrétien ou c'est du féminisme juif.
Il se fait que c'est une femme. Avez-vous une question? Qui a pris... Merci, voilà. Merci. Il y avait une question juste derrière. Bonjour. En fait, vous n'avez pas du tout abordé le cas de la féminine tunisienne Amina. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement. Pardon. Est-ce que le féminisme islamique est une solution de rechange au fondamentalisme religieux, qui notamment dans le pays du Maghreb? Merci. D'accord. Une autre question peut-être? Oui, donc moi j'ai une question concernant l'Iran. J'aimerais savoir, vous avez parlé de modification du code. J'aimerais avoir votre avis sur les mariages provisoires. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait au détriment ou en faveur de quel genre? Y a-t-il d'autres questions? En fond de salle, monsieur? En fond de salle, sur la gauche. Là, derrière vous. Derrière vous. Derrière vous. Ah oui, pardon. Bonsoir, merci à toutes. Et en fait, ma question s'adressait notamment à Malika Hamidi et Zahra Ali. C'était sur la question des musulmans sexuellement minoritaires et du coup des positions des féministes islamiques sur justement la question de l'homosexualité et de l'islam, et s'il y avait une solidarité, s'il y avait des réserves. Et voilà, je pense notamment au projet de la mosquée inclusive de Ludovic Mohamed Zahed. Voilà, merci. Une dernière question avant de revenir à la tribune, puis on fera l'aller-retour si on a encore le temps. Bonsoir, merci pour les interventions. Si j'ai bien compris, l'argument sur l'historisation a été mis en avant par pas mal de féministes, justement pour contrer une vision un peu inégalitaire. Mais qu'est-ce qu'elles répondent à l'argument qu'on entend souvent sur le fait que les femmes sont un objet sexuel et que donc les hommes étant faibles face à cette tentation, il faut notamment les voiler. Qu'est-ce que les féministes de tous ces pays-là répondent très concrètement à cet argument-là? Merci. Merci. Je crois qu'on va revenir à la tribune avant de finir en arborescence un peu. On fait dans l'ordre? Non, je vous laisse prendre la parole comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de traiter question par question. Il y a certaines questions qui ont été posées, par exemple, directement à certains. On fait l'ordre alors. Non, mais je pense que par exemple, pour la mosquée inclusive, puisque vous avez fait une tribune, vous pouvez prendre la parole. Voilà. Vous avez fait une commune. Oui, ça c'est. Allons-y, c'est reparti. Alors je commence. Oui. Alors juste sur la question de. Alors où sont les hommes? Alors, ça serait la caricature justement de faire du projet féministe ou du féminisme ou des féminismes un projet contre les hommes. L'idée justement, c'est d'interroger une symbolique de rapport de pouvoir masculin-féminin qui est posée comme sous la forme d'un rapport de domination. Donc l'idée, effectivement, c'est que et non seulement ça, c'est partir aussi d'une posture particulière, c'est-à-dire partir d'une réalité particulière, en ce qui me concerne de femmes racialisées, de spiritualité musulmane, pour faire la promotion, je dirais, d'une lutte plus générale, partir du particulier pour aller vers l'universel, c'est-à-dire partir de moi, de ma réalité, donc en tant que femme, pour faire la promotion de l'égalité en général, de la justice sociale. Donc on n'est pas dans un projet les uns contre les autres, on est dans un projet aussi partir d'une réalité pour faire la promotion de quelque chose qui voudrait s'approcher de l'universel et interroger des rapports symboliques de pouvoir. On n'interroge pas l'homme, on interroge le masculin comme un symbole dominant. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, pour ce qui est de ce que vous avez dit, madame,
Sur la question de finalement, parce que ce que vous dites, ça sert à rien, en gros. Et il me semble que, alors pour reprendre un petit peu Foucault, quand Foucault dit le savoir donc est une forme de pouvoir, la production du savoir, lutter pour que les femmes soient partie prenante de cette production du savoir, et c'est pas de n'importe quel savoir dont il s'agit. On sait que le savoir dit religieux possède plus que donc des autorités. Donc produire du savoir, c'est produire du pouvoir. Donc même s'il ne s'agit pas de... Donc c'est une action politique en tant que telle. Maintenant, est-ce que le féminisme islamique est une solution de rechange au fondamentalisme religieux? Alors, je pense que tout ce qui a été dit un petit peu par les différentes intervenantes, quand j'ai cité Zibam al-Husseini qui disait que le féminisme islamique est l'enfant illégitime de l'islamisme, c'est une manière de dire qu'à partir du moment où l'islam s'est imposé à la faveur des courants de l'islam politique dans l'espace public, effectivement, le référent religieux a pu aussi s'imposer, et c'est pour ça que j'ai parlé de différentes stratégies, et donc il faut différencier. Ce qui, par exemple, en Occident, je pense que le féminisme islamique peut aussi être utilisé comme un outil contre l'islamophobie, par exemple dans les contextes où les musulmans sont minoritaires. Dans d'autres contextes, c'est aussi l'utilisation stratégique d'un référentiel dans une situation où il est difficile de faire autrement. Donc, pour reprendre le cas de l'Irak, le code du statut personnel irakien, il est impossible à l'état actuel de le réformer si les féministes irakiennes ne se retroussent pas les manches et rentrent dans al-fiqh al-ja'fari ou al-sunni ou al-shi'i, c'est-à-dire dans toutes les formes de jurisprudence, et essayent de trouver l'avis jurisprudentiel le plus favorable aux droits des femmes. Alors pour ce qui est de la question du voile, alors je dirais il n'y a pas de réponse, parce que c'est encore une fois, quand on parle au pluriel, on parle d'une diversité d'approches, mais je crois que ce qui est fondamental et ce qui traverse les courants féministes musulmans, c'est de rompre avec une approche essentialiste, et justement de rompre avec donc cette approche de la femme musulmane, des droits de la femme musulmane, de cette idée justement qu'il y aurait quelque chose de honteux dans le corps des femmes. Il y a par exemple, je pense que une féministe musulmane comme Saadiya Cher qui utilise par exemple Ibn Arabi ou des auteurs soufis qui ont une approche complètement différente, où Ibn Arabi déjà à son époque disait qu'il n'y a rien de honteux dans le corps des femmes et dans aucune partie du corps des femmes. Donc en utilisant un certain nombre d'auteurs, en faisant revivre aussi un certain nombre d'auteurs oubliés, il y a des approches différentes qui commencent à émerger, mais il y a encore une fois une réelle diversité, et je pense qu'on peut tout de même désigner féministes musulmans un certain nombre de positionnements. On va d'un positionnement, je dirais, qui reste assez conservateur, à un positionnement complètement libéral, où là on a par exemple le mouvement Progressive Muslims, si on fait référence à Omid Safi par exemple aux États-Unis, où on a vraiment des remises en question beaucoup plus fondamentales, et où là effectivement la question du corps, la question de l'homosexualité par exemple est abordée de manière absolument directe, avec je dirais une acceptation, un respect du droit des homosexuels. Donc encore une fois, voilà, on est dans un mouvement qui est extrêmement divers, on a des positions qui vont, je dirais, de la plus traditionnelle à la plus libérale. Oui, alors je vais essayer de répondre aussi comme ça un petit peu. Alors où sont les hommes? C'est toujours un peu la question. Écoutez, je pense qu'il ne faut vraiment pas se sentir mis en cause. Effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans un système... patriarchie, patriarcat, processus de patriarcalisation, technologie du genre, enfin on a tout un tas de séries de concepts dans nos métiers qui montrent comment en fait chaque individu quand il naît, il est genré, quoi. On lui impose un genre, et jusque-là ce genre allait avec des formes de domination. Donc l'homme est autant victime qu'acteur de ces processus de genrification, si on peut dire, et donc lui aussi il est victime d'un ce système à son niveau. Pour vous dire juste quelque chose, enfin, il peut l'être ou pas, peu importe. Et les femmes peuvent être les meilleures reproductrices de ce système. Si on pense à certaines mères, on peut tout à fait l'imaginer, mais on peut aussi penser à beaucoup de choses. Donc, c'est pas une question, de femme ou d'homme, c'est une question de système. Déjà, et si vous voulez, par exemple, dans le champ de l'étude des masculinités, qui est un petit peu le nouveau champ qui s'ouvre beaucoup maintenant. Il y a ce concept qui a été développé de masculinité hégémonique et qui montre comment une norme de masculinité donc hégémonique, donc faisant office de référence à
diverses selon les contextes, selon les pays, selon les époques, etc. On est toujours ont été créées historiquement, sociologiquement, etc. Et qu'elles sont aussi une imposition tout autant pour les hommes qui doivent s'y conformer que pour. Enfin, voyez. Donc, on n'est pas du tout dans des contextes d'opposition. On est dans une réflexion sur des formes de discrimination qui peuvent toucher différentes personnes. Et pour continuer un peu là-dessus, c'est vrai que quand on voit le travail notamment des théologiennes, ce qui paraît intéressant, c'est qu'elles ont tout à fait montré comment, avec le développement des normativités islamiques et d'un fiqh qu'elles nomment, pour certaines d'entre elles, un fiqh de la soumission, un droit islamique de la soumission, elles mettent tout à fait en parallèle la question démocratique, plus large, avec la question de la discrimination sexuelle en termes de sexe. Donc, elles reviennent à l'esprit d'un Coran qui était à la fois révolutionnaire, avec un esprit démocratique appuyé sur la société civile, et elles mettent ça elles montrent comment les diverses dynasties ensuite et les États autoritaires qui se sont succédés, avec au départ les Omeyyades, ont développé un fiqh qui a été aussi une collusion entre des pouvoirs, le pouvoir des religieux, les oulémas, etc. Donc on doit conforter des pouvoirs, etc. Et comment ça s'est construit. Donc ce que je veux dire, c'est que cette pensée, c'est aussi une pensée de la démocratie, de la démocratisation et d'un processus de citoyenneté égalitaire. C'est pas qu'une pensée homme-femme, en fait. Ça va bien au-delà de ça. Donc ça, c'est un des points. La prise de pouvoir, moi, je suis tout à fait d'accord. L'autorité féminine, la prise de pouvoir dans différents domaines, le religieux en est un. Voilà, c'est un peu un débat. Voilà. Pour la question des fémènes auxquelles il n'y a pas trop de la fémène tunisienne. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à dire, à part que, au fond, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des mouvements féministes très récents, fin des années 2000, dans les sociétés arabes, dans certaines d'entre elles, qui ont abordé fortement la question du corps et la question des sexualités. Ça permettra aussi d'aborder cette question de la mosquée inclusive. C'est très récent. C'est la fin des années 2000. Ça émerge surtout dans un pays comme le Liban, qui s'est absolument pas illustré par un féminisme politique extrêmement, on va dire, alternatif et revendicateur jusqu'à la fin des années 2000. Mais il faut dire que le corps a été, pendant longtemps, un impensé des féminismes séculiers des sociétés arabes et musulmanes. Alors évidemment, toutes les féministes ont été abreuvées par les écrits de Nawal Saadawi, donc cette médecin gynécologue dès les années 60. Elles le disent toutes dans leur biographie. J'ai lu Nawal Saadawi et j'ai eu un choc, etc. Et avec cette question du corps et de la sexualité, etc. Pour autant, ça n'avait pas été porté jusque-là comme cause publique sur la scène publique. Pour des raisons. Chaque contexte forge ses luttes en fonction des exigences de ce contexte, mais en tout cas, donc on peut imaginer qu'à la fin des années 2000, on a cette émergence du corps et de la question de sexualité qui rentre. Et donc, il est quelque part pas étonnant que, de manière certes marginale et épisodique, certaines d'entre elles, comme Amina à un moment donné, ou comme cette blogueuse égyptienne qui avait posé nue sur son blog et diverses autres comme ça, à un moment donné, il y a une espèce de provocation sur le corps en disant, bon, ça fait 50 ans qu'on n'en parle pas, et à un moment donné, il y a des entrées extrêmement fortes. Moi, c'est comme ça que je le vois, d'une manière... Et d'ailleurs, elles ont été peu soutenues par les féministes des sociétés arabes en disant, bon, est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est pas trop, etc. Je pense que c'est des réactions fortes, des prises de pouvoir fortes là-dessus, parce que on a quand même été dans un silence très, très long, en fait, sur ces questions, et je pense qui a sûrement un sens, alors même que l'islam, par ailleurs, envisage la sexualité dans certains contextes, etc. Bon, par rapport à la question de la mosquée inclusive, en fait, quand on regarde, on voit qu'il y a une partie des féministes islamiques, on va dire, qui suivent les mobilisations des homosexuels musulmans. Elles les ont inspirés en général, mais qui les suivent, c'est-à-dire qui les soutiennent. Quelqu'un comme Amina Wadoud, elle soutient complètement. En fait, c'est l'idée d'inclusivité. Après, c'est chacun selon ses expériences qui peut se poser cette question d'inclusivité. Amina Wadoud, elle arrive là comment ? Elle arrive là parce qu'elle s'intéresse en fait dans la communauté afro-américaine à la question du sida. Et elle cherche des réponses auprès des oulémas, etc., de cette question du sida. Comment on fait au niveau du sida ? Et là, on vous répond l'adultère, etc., pas de zina, pas d'adultère. Alors elle, son problème, c'est qu'en fait, ces gens qui ont le sida, c'est surtout des femmes et des enfants qui ont été contaminés, alors qu'elles n'étaient pas adultères, par un mari qui, lui, l'était. Et donc, on a des enfants qui ont le sida et des maris. Bon. Elle pose la question, elle dit, je n'aurai pas de réponse en termes islamiques à cette question, donc je pense qu'il faut réfléchir en termes d'inclusivité. Chaque personne qui est dans la Oumma ne peut en être exclue au nom de telle chose. Et de là, on arrive aussi à cette pensée inclusive qui touche l'homosexualité, etc.
Un certain nombre d'entre eux vous disent, dont Ludovic, j'ai pas choisi d'être homosexuel parce que si j'avais été assez bête pour en étant musulman, etc., né d'une famille d'origine algérienne, choisir d'être homosexuel, franchement, j'aurais vraiment choisi un dur chemin, alors que j'aurais pu en choisir un plus facile. Et c'est pareil pour qu'on soit né ici ou là. Donc il dit, j'ai pas choisi, ça a été imposé à moi, j'ai été obligé de faire face, je suis profondément croyant, etc. Bon, bref, il y a des pèlerinages qui se font ensemble, mais on va dire que c'est un bout du féminisme islamique qui prolonge, d'autres ne se prononcent pas, sont pas forcément pour, etc. On a la décision, ça fait aussi partie de la diversité. Ouais. On va laisser voilà, toutes les intervenantes n'ont pas encore parlé. Voilà, Rapidement, où sont les hommes d'une façon générale au pouvoir? On vous l'a dit. Et c'est pour ça que... Mais en même temps, de plus en plus d'hommes, notamment dans la jeune génération, dans un certain nombre de pays qui nous intéressent en particulier, se rendent compte que la démocratie ne peut pas être réalisée sans égalité, en tout cas entre les hommes et les femmes. Donc il faut se battre contre les inégalités hommes-femmes dans le cadre de ce projet démocratique. Dans le cas de l'Iran, mais pas que, on vous a cité un certain nombre de contextes. Par exemple, dans le cas de l'Iran, un certain nombre d'hommes, certes très minoritaires, mais quand même ils existent, et c'est pas n'importe lesquels, qui depuis au moins plus de 15 ans maintenant, ont beaucoup soutenu la lutte des féministes islamiques, la réinterprétation du Coran, des traditions, en disant par exemple qu'il n'y a absolument rien dans l'islam, ni sunnite ni chiite d'ailleurs, pour interdire les femmes d'être juges, d'être président de la République, d'être guide, d'être voilà, égales aux hommes. Et donc les hommes sont au pouvoir, mais certains d'entre eux parfois aussi militent aux côtés des femmes. D'ailleurs, il s'agit des plus intelligents. Pour ce qui concerne... je ne vais pas, donc là où je suis d'accord avec mes collègues, je ne veux pas répondre la même chose. Concernant la question portant sur l'historicisation et le voile, effectivement, ça nous aide beaucoup. Il se trouve que j'ai fait un travail de recherche là-dessus. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que le voile, au début, ça veut dire il y a plusieurs milliers d'années, symboliser le statut des femmes. Et par exemple, dans mon pays d'origine, l'Iran, les femmes aristocrates étaient voilées, mais les autres femmes, c'est-à-dire les femmes ordinaires, n'étaient pas voilées, c'est-à-dire n'avaient pas le droit de se voiler. Et les prostituées, par exemple, n'avaient pas le droit de se voiler. Vous voyez, donc le voile était un symbole de statut. Quand on regarde pareil dans l'Empire ottoman, pareil s'agissant des femmes d'origine aisée. Donc le voile, c'était vraiment un marqueur de statut social. D'ailleurs, par exemple, on constate que, alors même que les femmes aristocratiques ou des femmes de la bourgeoisie même, jusqu'à très récemment, c'est-à-dire jusqu'à il y a encore un siècle, ne sortaient jamais sans voile. Les femmes ordinaires travaillaient sans voile. Par exemple, en Égypte, des femmes qui travaillaient dans la rue, ça a été travaillé par des historiennes et historiens, souvent ne portaient pas nécessairement le voile. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le même cas, quand ces femmes commencent à sortir de chez elles voilées pour accéder à l'espace public, on les critique aussi, c'est-à-dire les voyageuses et les voyageurs occidentales et occidentaux, c'est-à-dire un certain nombre de féministes occidentales de cette époque-là, c'est-à-dire fin 19e siècle, on commence à critiquer l'apparition de ces femmes voilées dans le bazar, par exemple, ou dans les souks, etc. Alors que pour ces femmes, il s'agissait d'un outil qui leur permettait de sortir dans l'espace public. Et j'ai eu j'ai exactement la même analyse concernant justement le voile pour certaines femmes, grâce auquel elles ont
obtenu l'autorisation de la part de leur famille d'aller faire des études, voire de travailler quand c'est encore possible de travailler en se voilant, tandis que le même voile, quand c'est obligatoire, comme c'est le cas de mon pays d'origine, l'Iran, et ça exclut des pans entiers des femmes et ça crée un mouvement contre le voile. Donc, la contextualisation et historicisation nous permet de ne pas sacraliser le voile et aussi, comme je l'ai dit précédemment dans mon exposé, de se rendre compte qu'il y a des femmes qui n'étaient pas voilées, qui se sont voilées, qui se sont dévoilées, qui se sont revoilées. Voilà, c'est ça le voile. C'est pas, il ne faut pas sacraliser et ce n'est pas quelque chose qu'on met une fois pour tout. Donc, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Juste la dernière question qui concernait pour le coup cette fois-ci l'Iran ou alors le chiisme, puisque le mariage temporaire ou mut'a ou siré, si vous voulez, concerne que la jurisprudence chiite décima. Écoutez, il faut dire que dans ce pays, là, et selon moi, j'ai fait des enquêtes donc à l'échelle nationale en Iran, des jeunes à qui on a posé la question étaient contre le mariage temporaire et regardaient le mariage en tant qu'un projet à vie qui ne concernait pas seulement des rapports sexuels. Or, le mariage temporaire concerne les rapports sexuels. Et si jamais il y a un enfant qui est né par hasard, parce que le but du mariage temporaire, selon l'ensemble des traités religieux que nous avons, n'est pas de la procréation, mais seulement donc la sexualité, si vous voulez. Si jamais un enfant est né, ses droits sont préservés. C'est-à-dire que l'enfant va hériter la même part que ses frères et sœurs légitimes. Mais selon tout ce que j'ai fait comme enquête en Iran et d'autres ont fait, le mariage temporaire est considéré souvent comme une prostitution licite. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, je réagis pour la place. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. C'est embêtant d'intervenir la dernière. La place des hommes. Alors, c'est intéressant de le souligner, parce que où sont les hommes dans le débat? Ah. Je suis vraiment navrée, on a très peu de temps pour conclure. Malika n'a pas encore eu la parole. Peut-être qu'on va la laisser répondre, et puis si vraiment c'est pas satisfaisant, mais je pense que le temps court un peu. Madame Hamidi, vous voulez reprendre la parole? Bon, on me dit de faire vite, donc je fais vite. Femen, alors, Femen, j'ai eu l'honneur, si on peut parler d'un honneur, de débattre jeudi dernier avec Ina Shevchenko, la leader ukrainienne du mouvement Femen. Alors, c'était très intéressant, malheureusement. L'émotionnel prenait le pas sur le débat, donc c'était très embêtant. Bon, ce que je pense, moi, en tant que femme musulmane de ce mouvement et de Emina Tyler, elles s'inscrivent dans une démarche féministe avec leur opération coup de poing, c'est ce qu'elles disent. Donc, en tant que femme musulmane et féministe, je ne peux pas leur reprocher d'être dans cette démarche-là. Maintenant, imposer la nudité comme un baromètre de libération, ça me pose problème. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que elles disent vouloir défendre toutes les femmes. Donc moi, je parle un petit peu du débat que j'ai eu avec Ina. Elle dit que nous, l'objectif, c'est de libérer la femme. On accepte toutes les femmes, même si elles sont voilées, féministes et musulmanes. Puis après, elle se contredit parce qu'elle dit non, nous, on est athées et on veut absolument pas entendre parler d'un féminisme à partir d'un référentiel religieux. Moi, ce qui m'inquiète dans le discours, c'est que c'est un discours qui dessert complètement la cause des femmes, notamment des femmes musulmanes. D'ailleurs, des femmes, la Muslima Pride, qui est un mouvement de femmes musulmanes qui a contesté Femen, a clairement dit, et je m'aligne là-dessus, c'est que pour moi, le Femen, c'est un mouvement au relent raciste, islamophobe, qui stigmatise, qui infantilise les femmes musulmanes. Je pense qu'il n'y a pas de discours, de débat là-dessus. Mais quand on utilise, par exemple, Emina Tyler, et ses parents l'ont dit, on a profité de la fragilité psychiatrique d'Emina Tyler pour dire, et c'est ce que Ina dit,
elle représente les femmes tunisiennes. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Elle est absolument pas représentative des femmes tunisiennes. Elle fait peut-être partie d'un pan de la société tunisienne, mais elle ne représente pas les femmes. Alors elles disent oui, il faut les libérer, etc. Donc moi, c'est un petit peu ce discours comme ça radical qui me dérange. Mais maintenant, Femen ne m'empêche pas de dormir parce que c'est un féminisme dans la forme, absolument pas un féminisme dans le fond. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on débat avec elle. Il y a absolument pas, et je veux pas que ça paraisse arrogant, mais c'est qu'il y a aucun argument, il y a aucune. D'abord, on peut pas discuter parce qu'elle est convaincue qu'on est aliéné par le foulard, et ça me permet de rebondir sur la question du foulard. Femen, c'est un discours, c'est un courant anticlérical pour moi. C'est pas simplement un courant islamophobe. Hein. Elles ont clairement un problème avec la religion, et elles le disent clairement. Soit c'est leur point de vue. Concernant le foulard, je crois que les femmes musulmanes, ce qui ressort du terrain, les féministes musulmanes, elles sont pas véritablement en train de remettre en question ce foulard-là, parce que pour elles, la question de l'objectivation sexuelle du corps, elles n'en parlent pas. Elles disent le foulard, c'est une prise de pouvoir politique. Et d'ailleurs, même certaines, dernièrement, une me disait, mon foulard, il est féministe et politique avant tout. Donc vous voyez bien qu'elles sont dans une démarche de revendication politique, et absolument pas dans une démarche, en tout cas, moi c'est pas ce que j'ai ressenti, de remettre en question le verset relatif au foulard. Mais je ne dis pas que ce débat n'existe pas, parce que lorsqu'on s'intéresse à des intellectuels comme Khaled Abou El-Fadl ou d'autres qui ont inspiré des militantes musulmanes, il y a tout un débat sur la question du voile, et alors là, ça peut créer des réflexions, quoi. Sur la question de Jean-François, il y a un point commun entre le féminisme islamique. Donc Jean-François, c'est le jeune garçon qui avait posé la question sur les liens entre le féminisme islamique et puis l'homosexualité, en tout cas les revendications. Il y a un point commun, c'est qu'il y a la revendication de la relecture des textes. Mais je ne perçois pas, en tout cas, du point de vue du terrain, d'alliance stratégique entre les féministes musulmanes, en Belgique, hein, et en France, je ne vois pas, peut-être une ou deux personnes qui sont dans les deux réseaux, H2MF et puis des réseaux féministes, mais je ne vois pas et je ne perçois pas j'ai envie de dire, d'audace, parce qu'il faut être audacieux pour se dire on va faire une lutte commune. Je vois des objectifs communs, mais je ne vois pas d'alliance stratégique commune entre les féministes musulmanes et les homosexuels musulmans. Ça, je ne le perçois pas. En Belgique, comme je vous dis, on est encore loin de certains débats, donc je ne pense pas qu'on va arriver à une alliance entre les homosexuels musulmans et les féministes musulmanes. On est encore très loin. Et je ne pense pas que ce soit même un débat... c'est un débat tabou, il faut le dire. C'est un débat sur lequel beaucoup d'intellectuels peinent à se prononcer. Et je ne vois pas d'alliance stratégique en termes d'action. Effectivement, il y a une réflexion qu'Emina Wadoud a effectuée. Elle a eu le courage de le faire, mais... Et la Junta Islamica, oui, Abdel Nour Prado, etc. Oui, tout à fait. Les colloques qui ont lieu à Barcelone ont abordé effectivement l'inclusivité entre les genres. Donc, la question a été abordée. Ouais. Un grand merci à vous toutes, vraiment, et à vous tous et toutes d'être là. On n'aura pas le temps de prendre d'autres questions, mais pour continuer le débat, à l'entrée de la salle, sur table, des ouvrages disponibles. Et merci encore.